Lorsque les marchés sont volatiles, le timing est essentiel. C'est pourquoi Active Trades offre une exécution ultra rapide. Pour une expérience de trading optimale, investissez sur les marchés avec Active Trades, le courtier leader dans l'exécution des trades. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous Maxime Dominguez qui allait m'accompagner pour cette nouvelle thématique de notre Investir Day digital avant notre grand rendez-vous en présentiel. C'est au Carrousel du Louvre, je vous rappelle, ce sera le 29 novembre. Maxime Dominguez, donc vous êtes analyste chargé d'affaires et chargé de compte chez Active Trade et nous allons aborder avec vous ce sujet qui est important pour les investisseurs, comment diversifier son portefeuille d'actions et surtout comment le faire via des obligations mais aussi des crypto-monnaies. Alors Maxime, si vous voulez bien d'abord vous présenter peut-être en quelques mots et puis Active Trade, là où vous travaillez actuellement. Bien entendu. Donc, bonjour Denis, merci de me recevoir dans vos locaux. Donc moi je travaille chez Active Trade, donc online un courtier CFD, donc c'est des produits dérivés. Nous sommes en place depuis 2001, donc là on est un peu worldwide, c'est-à-dire qu'on a également nos bureaux sur Londres, où est la maison mère. Moi je suis attaché à la branche européenne qui est également au Luxembourg et à Lisbonne. On opère aussi sur le marché brésilien, où on a nos bureaux là à Florianópolis qui datent de potentiellement 1 an. Et on est en train également d'ouvrir sur le Bahamas à Nassau. Et on espère dans quelques peut-être années ouvrir une branche sur l'Amérique du Nord, Canada et peut-être Milan également. Donc voilà. Beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. On passe au sujet du jour et donc dans le vif du sujet avec un premier graphique que vous nous avez apporté et qui nous explique l'importance tout d'abord de diversifier, de bien diversifier son portefeuille, ses investissements pour diminuer les risques. On est donc là dans l'univers des actions, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc là, c'est plutôt un gros focus sur les actions. Donc ça peut être représentatif d'un portefeuille. Donc là, vous voyez en fait, si vous voulez, le risque du portefeuille par rapport au nombre de titres également en portefeuille. Donc, pour une marge de tolérance légèrement faible en termes de risque, donc on va partir sur 0,5, on voit qu'on est autour de 25. Donc, c'est-à-dire qu'il faut contenir et plutôt ajuster son portefeuille entre 25 titres, plus ou moins, pour vraiment être sur une plus-value et sur un terme de risque autour de 0,5, donc relativement faible en termes de risque. Donc, au-dessus de 25, donc on va multiplier le nombre d'actifs. Et vous pouvez voir sur le graphique qu'en fait, le risque sera moindre. Donc en fait, voilà, la bonne base serait entre 20, 30, idéalement 25 par rapport au graphique. Il y a certains calculs qui ont été déviés par rapport à ça. Risque moindre, mais rendement moindre aussi, c'est ce qu'on dit. Toujours ce couple rendement-risque qui est important. Selon le profil de l'investisseur. Selon le profil de l'investisseur, tout à fait. On passe donc au suivant, diversifier ses actions, mais aussi diversifier les actifs. Donc là, en fait, vous nous avez apporté un diagramme avec l'allocation donc globale en termes de sous-jacents. On parle donc d'une répartition beaucoup plus là, pas forcément en termes d'actions, mais d'indices, thématiques, marchés, américains, européens. Expliquez un petit peu nous tout ça. Quelle est la prépondérance que vous conseillez en tout cas à nos investisseurs? Donc la prépondérance par rapport donc la diversification, qui est le sujet global un petit peu de cette masterclass. En fait, voilà, dans un portefeuille d'actifs, d'après la célèbre phrase, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, on peut répertorier plusieurs secteurs. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs non plus, à vous de choisir. Donc. Tout à fait. Mais il vaut mieux que l'omelette reste plutôt bien garnie et bien diversifiée. Donc si vous pouvez voir l'indice thématique, les indices européens, les indices marchés émergents et les gros indices à marché développé, donc déjà des gros mastodontes qui sont déjà en place dans les marchés, avec relativement un petit pourcentage de cryptoactifs, donc qui maintenant qui est sur une vague depuis, je dirais, 2017-2018. On a entendu la première fois parler pour le grand public du Bitcoin. On a moins peur des crypto-monnaies aussi maintenant. On a beaucoup espéré, on a eu très peur ensuite. On a l'impression que le marché est en train de s'équilibrer un petit peu. Est-ce que c'est votre avis aussi actuellement ? Pour moi, il y a encore de longues années à attendre pour qu'il y ait une bonne purge, si on peut appeler ça comme ça, pour qu'en fait, il y a beaucoup de volatilité. Et en fait, un actif volatile entraînera forcément un risque. Et donc le risque, il faut le réduire dans son portefeuille, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, sur ce graphique, on prédomine à 2% un petit peu l'allocation sur les cryptoactifs. Le reste, on ira sur l'obligation, donc très classique. C'est plutôt entre une obligation, quelque chose de plutôt périn, une obligation pérenne et qui restera vraiment quelque chose de beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisé qu'une action, par exemple, qui est un peu plus volatile ou qu'un cryptoactif. J'ai également mis l'or et les matières premières. Donc il faut avoir toujours un petit peu d'or dans son portefeuille. Toujours un petit peu d'or et de matières premières. On le voit par rapport aux crises.
que ce soit l'inflation, que ce soit aux crises par rapport à la guerre, aux crises géopolitiques. L'or et les matières premières en général rapportent toujours de la rentabilité sur le long terme. Et là, on parle bien sûr de long terme, donc à horizon 10, 15, 20 ans. Donc par rapport à ça. 50% en tout cas quand vous dites marché donc développé, États-Unis, Europe, je suppose. États-Unis, Europe. Vous considérez que ce sont des marchés matures qui vont être plus défensifs ou offensifs comme peuvent l'être en tout cas d'autres marchés actuellement? Tout à fait, c'est une bonne remarque. Alors moi, je vais baser beaucoup sur cette thématique jusqu'à 2017, voire 2020. Parce qu'après, on a eu la crise Covid et l'injection des banques centrales qui vont, vous verrez par la suite, impacter pas mal tout ce qui est indice, taux d'intérêt, obligations. Donc je dirais que la pondérance de 50% restera vraiment autour des grosses places boursières, comme vous venez de l'évoquer, Europe, États-Unis. Parce que pour moi, c'est vraiment les deux groupements qui poussent les marchés, d'autant plus les États-Unis. Et à côté de ça, vous verrez qu'il y a des indices thématiques. Donc là, on reste vraiment sur du sectoriel, qu'on verra par la suite. Donc, et les indices marchés, donc émergents, donc les BRIC. Donc les BRIC, plutôt Brésil, Russie, Inde, Russie Chine. encore maintenant? Un petit peu moins. On va dire BIC plutôt que BRIC. Voilà, on pourrait également. C'est vrai que cette guerre les a un peu mis sur un estal qu'ils n'attendaient pas, surtout par rapport à la bourse de Moscou, qui a complètement explosé. Amoindri la visibilité qu'on peut avoir en tout cas sur les investissements dans le pays, je pense. En termes d'investissement et rien qu'en termes d'idéologie, tout simplement par rapport à la Russie, ça a pris un bon coup. Donc voilà par rapport à l'Europe et aux indices américains. Et pour tout ce qui est Brésil, Russie, Chine, Inde, c'est vraiment une partie du portefeuille. Et aussi l'Afrique du Sud. C'est vrai que j'ai oublié de parler de l'Afrique du Sud, qui est un pays qui fait énormément de choses pour le moment et qui est en train de se développer partout, que ce soit sur son industrie, sur ses services, mais également en termes d'investissement. Donc ne pas oublier l'Afrique du Sud dans les pays émergents également, par rapport à ça. D'accord. On passe au suivant. Alors là, c'est un petit bilan, un petit panorama des différents rendements, en tout cas qu'on peut attendre selon les différentes classes d'actifs. Le livret A, 2%, on va jusqu'à du 9,5% pour les actions MSCI World. On sait effectivement pertinemment que la bourse est le meilleur placement sur le long terme. Alors là, effectivement, on a tendance à dire que là, quand je vois inflation à 1,5, on aura tendance à dire que c'est loin, en tout cas, de notre thématique du moment. Mais il faut bien raisonner, en tout cas, en moyenne. C'est ce que vous allez nous proposer, en tout cas, sur ce slide. On raisonne bien en moyenne et non pas à l'instant T. Exactement. De toute façon, quand on investit sur le long terme, c'est comme une maison, on ne va pas regarder le prix et le marché tous les jours. Donc là, on parle sur une thématique de 30 ans, 10 ans. Donc si on prend l'inflation sur les 30 ans et 1 an, on est entre 0,9 et 1,5. Actuellement, il me semble que les chiffres qui ont été donnés, c'est 10,7 fin octobre. Oui. Donc là, on est très loin de ça. On est même sur un record, pour dire la vérité. Donc actuellement, on a le livret A qui reste autour de 2%. Donc actuellement, avec une inflation à 10,7, on perd clairement de l'argent. On est sur de l'assurance vie également, donc en moyenne entre 1,60 et 2%, qui également n'est plus forcément un véhicule d'investissement intéressant. Voilà. Ça, avec des rendements qui baissent d'ailleurs chaque année, on le voit maintenant. Depuis 10 ans maintenant, oui, voilà, un peu plus de 10 ans. Oui. Donc pourquoi j'ai mis moi en avant ce graphique? Parce que là on voit bien que ça soit de la bourse de Paris, où là j'ai rajouté la petite donnée en dessous par rapport à la bourse américaine, le S&P 500. Donc entre 2011 et 2020, on est sur du 13,9. Même actuellement, on est encore au-dessus de l'inflation, alors qu'on est sur des niveaux d'inflation complètement records. Et la Bourse de Paris, qui est à 9,5 en termes de dividendes réinvestis, bien entendu. Et donc, il y a une petite partie aussi également immobilier, comme vous pouvez voir. L'assurance vie, on en a parlé, CPI, OCPI et logement à Paris. Donc ça, c'est une partie immobilier qui, pour moi, pourrait être dans un portefeuille à long terme, mais qui serait détaché de ce portefeuille directement sur les marchés financiers. Ça, c'est encore une autre branche pour moi, l'immobilier, qu'il faudrait éventuellement analyser d'un peu plus près avec des professionnels. L'idée, c'est quoi? C'est de dire en fait qu'on peut acheter à tout moment des actions pour le long terme par rapport à d'autres actifs, ou c'est pas exactement ce qu'il faut conclure en tout cas de ce slide? Je pense par rapport aux actions sur le long terme, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, surtout là sur 50 ans, il n'y a pas le bon timing. Il n'y a pas de bon timing. Mais c'est vrai que si on a un profil d'investisseur un petit peu recherché, on va rechercher vraiment un peu de se renseigner un petit peu comment analyser un graphique, ou simplement ça. On peut aller chercher éventuellement, comme là, on est en train de vivre un marché baissier. Donc là, ce serait éventuellement le bon moment d'investir. Maintenant, on attend encore un peu, votre avis, en tout cas, sur le timing de l'investissement? Il y aurait encore une belle... Un petit aparté. Vous pouvez, c'est très bien placé actuellement. Pour moi, je m'attends encore une belle jambe baissière. D'accord. Donc on le verra par rapport au resserrement. C'est vrai qu'on est sur un rebond technique par rapport à plusieurs politiques monétaires. Mais il est vrai que le timing parfait en bourse n'existe pas, ou alors il est très dur à voir. Et puis sur un horizon de temps à 50 ans, en vrai, voilà, nous ne sommes pas vraiment
à chercher le price, le meilleur prix, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas d'horizon de prix à aller regarder. Vous pouvez faire un petit achat d'actions par-ci, par-là, entouré de professionnels si vous n'êtes pas vraiment dans les marchés. Sinon, voilà, regardez si vous avez un petit peu de qualité en termes d'analyse, que ce soit marché ou simplement par rapport à une compagnie, une entreprise, avec des niches, comptes de résultats, etc. Là, vous pouvez éventuellement voir un petit moment, une petite perte de vitesse de l'action et l'investir au bon moment pour avoir profité de ce timing en fait, et récupérer peut-être quelques pourcentages. Quand on a besoin de conseils, on peut appeler quelqu'un chez Active Trade ou ça fait partie de vos... Tout à fait, vous pouvez simplement m'appeler moi et je serai là pour vous aider. Là, je donne le numéro de téléphone à tout le monde. On en parler, on ne fait pas directement de... 24 heures sur 24. Pardon ? 24 heures sur 24, votre numéro de portable. 24 heures sur 24, exactement. Sur le perso, 24 heures sur 24, c'est pas de problème. Non, mais une petite aparté, nous on ne fait pas directement de conseils. On fournit directement. Fait du conseil. Voilà. Donc voilà, on pourra éventuellement vous appeler vous 24 heures sur 24. D'accord. On revient à cette allocation sectorielle dont vous parliez tout à l'heure. On a vu qu'il y avait donc, c'était combien ? C'était 20%, c'est ça, que vous réserviez en tout cas aux thématiques. Et donc, on pourra peut-être en parler, un petit peu maintenant. Et puis surtout, en fait, les secteurs que vous conseillez actuellement. Donc, maintenant, pour un peu plus tard, comment on fait évoluer un portefeuille donc, sectoriel ? Quelles sont les règles en la matière ? D'accord. Donc le portefeuille sectoriel, on va parler plutôt de secteur et de thématiques. Je m'entends par là qu'on ne peut pas, un secteur, si on va investir dans un secteur, par exemple de l'armement, de la santé, du commerce, des services, ne vont pas évoluer pareil en fonction de la besoin sur le marché et des crises ou des tensions géopolitiques. Actuellement, on vit une période de tensions géopolitiques, donc il y a plus ou moins des secteurs qui ont été plus impactés que d'autres. Si on voit par exemple pendant la crise du Covid, le secteur des techs, donc les GAFAM par exemple américaines, très connues de tout le monde, se sont envolés. Tout le secteur tech s'est clairement envolé. Pourquoi ? Parce que les gens étaient beaucoup plus focus chez eux à travailler sur ce genre et sur ces thèmes d'investissement. Toutes les actions qui ont explosé en termes de technologie ont été Apple, mais moi je me souviens beaucoup de Zoom. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec Zoom. Zoom, pourquoi ? Parce que le télétravail a été d'ores et déjà imposé et par la suite a été suggéré. Donc c'est des actions comme ça où l'utilisateur s'est vu dans l'obligation clairement d'utiliser les services d'une entreprise et l'action n'a fait que se multiplier en fait. Et que depuis elle a chuté. Et depuis, pas que Zoom d'ailleurs. Le secteur un petit peu technologique qui en prend le revers du bâton, tout à fait, le revers de la médaille. J'étais un petit peu étonné donc, du coup, de voir quand même technologie et consommation discrétionnaire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'actuellement, les Français et autres investisseurs font des choix, en tout cas, compte tenu de cette période de forte inflation, de perte de pouvoir d'achat. Finalement, on se concentre sur les besoins essentiels, que sont l'alimentation, à la différence des produits donc, discrétionnaires qu'on dit non essentiels. Est-ce que c'est donc une branche sur laquelle vous revenez tranquillement actuellement ? Est-ce qu'elle était plus forte auparavant ? Est-ce que ça a toujours été du plus de 10% ? Parce que c'est quand même l'un des secteurs que vous conseillez le plus après les techs. Tout à fait. Alors, moi, je conseille ce secteur. Le moment de l'aviation actuellement à 10,7, c'est pas le meilleur moment pour aller sur ce type d'actif. Moi, j'ai fait mon orientation par rapport au marché hors période de grosse inflation, parce que pour moi, ce qu'on vit là actuellement depuis 2 bonnes années par rapport depuis le Covid, un petit peu avant, je dirais, mais on va partir sur une base de 2020. Donc, j'étendrai mon analyse jusqu'à 2024. Et à partir de 2024, là, on pourra éventuellement retrouver un marché plutôt et plutôt soigné, qui a été vidangé, entre guillemets, des influx monétaires. Donc c'est pour ça que ce type d'investissement est réservé à déjà des investisseurs aguerris. Et ensuite, quand la période et que le portefeuille peut vous permettre d'aller sur ce type d'investissement, car il profite et il engendre beaucoup de performances. Je suis d'accord avec vous pour les techs. Dès que M. Powell aura dit qu'effectivement on commence à ralentir un petit peu le rythme des hausses de taux, il faudra revenir sur les technologiques et puis la santé, naturellement, c'est toujours un secteur qu'il faut privilégier. Tout à fait. On passe à autre chose, au suivant. Avec, on passe maintenant dans le vif du sujet. On a parlé des actions, on a parlé des ETF, on a parlé des grands indices. On rentre maintenant dans le domaine des obligations, puisque c'est aussi le thème de notre masterclass. Comment diversifier son portefeuille avec des obligations et des crypto-monnaies. Alors, pourquoi des obligations aujourd'hui ? Alors, pourquoi des obligations aujourd'hui ? Donc déjà, pourquoi des obligations avant ? Et pourquoi des obligations tout court dans le portefeuille ? Donc ça reste quand même un produit beaucoup plus safe, donc c'est-à-dire, j'entends par là, beaucoup plus sécure qu'une action, avec beaucoup de moins de volatilité.
Et si vous voulez, l'obligation en cas de faillite de l'émetteur, donc ça peut être un État, une obligation souveraine ou une entreprise, c'est plutôt la personne qui est détenteur de cette dette qui sera remboursée en priorité au lieu d'une personne qui a l'action. Donc déjà, ce petit point. Et également, entre 1987, il me semble, fin des années 80 jusqu'à 2017, les obligations affolaient un rendement de 3,3%, soit avec une gestion passive. Et en mettant une gestion active, j'entends par là un rééquilibrage du portefeuille, tout simplement, à regarder, reprendre les plus-values, les réinvestir sur des obligues, et un peu piloter comme ça activement son portefeuille. De 3,3%, on peut rajouter 1,9 voire 2% de performance. Ce sont les données données par l'AMF en tout cas, par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'une obligation? Très simple, c'est une dette. Donc vous allez prêter de l'argent à un État, à une entreprise, à un créancier, qui lui, par rapport à un taux annuel et par rapport à une maturité de l'obligation, vous remboursera annuellement jusqu'à la fin de l'obligation. Je peux prendre l'exemple très théorique de vous investissez 1000 sur l'obligation à un taux de 5% annuel sur 2 ans. En soit, vous allez récupérer au bout de 2 ans 1100 €. Car vous aurez récupéré 5% de 1000 sur la première année et 5% de 1000 sur la deuxième. Donc 2 fois 50 €, 100 €, donc 1100 €. En gros, c'est capitalisé, donc normalement c'est un petit peu plus. Tout à fait. Légèrement. Le but est de capitaliser. Après, vraiment, il y a des personnes qui ont besoin peut-être à un instant T de fonds, de liquidité, de cash. Donc pourquoi pas, mais le but est de capitaliser et de réinvestir la plus-value tout au long de l'échéance de l'obligation et de la vie de l'horizon. Et pourquoi 5% simplement? Du coup, j'étais, je dirais pas un peu déçu, mais finalement, on est en train de dire qu'on diversifie son portefeuille avec simplement donc 5% d'obligations et 2% de crypto. Crypto, je comprends un petit peu plus. C'est beaucoup plus aléatoire. On passe par des envolées comme des rechutes, alors que les obligations semblent du coup un peu perdre elles sont leur élan. sécurisantes. Donc, je me dis que finalement, qu'on a quand même un portefeuille qui a 95% réactif et 5% simplement défensif. Bien c'est sûr. voulu. Ça peut aller jusqu'à combien l'obligation? Est-ce que dans certaines phases économique ou de bourse, ça peut être plus, ça peut être moins peut-être pas trop, mais plus, est-ce que ça peut l'être aussi? Jusqu'à combien vous conseillez, par exemple, de mettre des obligations dans un portefeuille pour le rendre plus défensif? Alors, plus défensif selon, pareil, la période. Alors, actuellement, si vous pouvez, Denis, s'il vous plaît, passer le... Oui. Comme ça, on arrivera directement au suivant. Voilà. Super. Donc, en fait, là, comme le graphique l'indique, une obligation doit être calculée ou doit être vraiment prise par l'investisseur, avoir une vision sur les taux d'intérêt. En fait, si vous voulez, quand les taux d'intérêt augmentent, l'obligation va perdre de sa valeur, et inversement. Donc actuellement, les taux d'intérêt ne font que exploser. Donc là, on voit sur le graphique depuis 2020. Donc depuis le Covid, en soi, les taux d'intérêt ont commencé tout doucement à augmenter, et c'est là que les obligations ont perdu de leur valeur. Donc en soi, comme je l'expliquais sur la période fin des années 80, 2017, 2020, les obligations étaient pour moi un très bon véhicule d'investissement, surtout sur un horizon aussi loin. Mais là, actuellement, avec le resserrement des taux d'intérêt et l'explosion des taux d'intérêt et le resserrement des politiques monétaires par rapport à ces taux, les obligations, comme vous pouvez le voir, commencent à perdre énormément de valeur. Et donc, pourquoi pas attendre d'ici là pour récupérer un petit peu de pricing power sur les obligues. Et là, donc d'ici quelques mois, je dirais, on sera plutôt pas mal et plutôt à fréquent sur le marché obligataire, tout à fait. Ou alors on attend l'échéance. On ne revend jamais une obligation. Ah, vous parlez moi je parlais éventuellement pour investir, mais éventuellement les personnes qui sont déjà dedans attendent l'échéance. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Crypto-actifs. Alors là, on va intéresser pas mal de gens qui s'interrogent en tout cas sur la manière déjà dont on peut intégrer des crypto-monnaies dans un portefeuille, lesquelles il faut choisir. Est-ce qu'il y a des règles particulières à saisir? Je pense qu'il y en a davantage en matière de précaution que ce qu'on vient de voir avec les obligations. Donc tout d'abord, ce portefeuille, donc cette allocation que vous nous conseillez en matière donc, de crypto-actifs. Et là, on se rend compte que c'est quand même très équilibré par rapport à tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on répartit encore plus les risques quand on parle de crypto-monnaie. Et quand on passe, c'est ça, c'est un peu déjà la première règle qu'il faut... C'est la bonne déduction, Denis, tout à fait. Alors actuellement, dans votre portefeuille, donc ce qu'on a vu, voilà, vous avez une partie actions, une partie obligations, éventuellement de l'immobilier, des matières premières. Et dans ce petit pourcentage que vous allez allouer aux crypto-actifs, vous pouvez encore segmenter à l'intérieur. Donc, bien entendu, comme le secteur des actions, vous pouvez viser les grosses capitalisations, telles que le Bitcoin. Bon, là, on ne va plus le présenter. La base, c'est le Bitcoin?
Là-bas, c'est l'Ether aussi, c'est ça? Il y en a deux? C'est l'Ether et le Bitcoin. Le Bitcoin était le précurseur de ce mouvement crypto. Parce que les fondations de crypto-monnaies viennent du livre blanc qui a été créé par rapport au Bitcoin et son réseau. Et après, plein de petites crypto-monnaies sont venues s'accrocher par rapport à ça. Mais comme vous le dites, Bitcoin et Ethereum, les deux grosses fondations. Pourquoi? Parce que c'était là les premières et les plus performantes. L'Ethereum a surpassé le Bitcoin en termes de vitesse d'exécution, en termes de frais, ce genre de choses. Donc voilà pourquoi moi je suggère une grosse répartition sur Bitcoin et Ethereum, pour rester sur une grosse cap. Et ensuite, on peut aller viser des low cap, des mid cap et des top 25, Alors c'est quoi ça? Des low cap, des mid cap, Alors c'est par rapport à la capitalisation de chaque crypto, comme une action en fait. D'accord. Moi quand je parle de grosses cap, c'est des grosses crypto-monnaies qui ont déjà une capitalisation en soi, je dirais pas boursière, mais on pourrait parler de bourse par rapport à ça, mais qui ont une capitalisation financière, boursière très importante par rapport au Bitcoin, à Ethereum et ce genre de choses. On parle également de DeFi et de NFT. Donc ça, c'est encore deux produits, deux véhicules différents dans les cryptoactifs. C'est pour ça c'est très large. Donc ça reste une technologie super innovante et super intéressante. Mais il faut s'y intéresser, il faut mesurer les risques. On l'a vu en 2017 avec le premier pic du Bitcoin qui a rasé plus d'un investisseur. Donc là, actuellement, voilà. Donc on pourrait après se pencher sur la DeFi tranquillement, tout en gardant en tête le Bitcoin, l'Ethereum et aller chercher dans le top 25 des autres cryptos que vous pourrez trouver sur CoinMarketCap, qui est un site qui relève toutes les crypto-monnaies. C'est là où comment on achète d'ailleurs concrètement en fait une crypto par rapport à une action, par rapport à une obligation? Pardon? Comment on achète une crypto? Alors ça, on passe par un exchange centralisé ou décentralisé. Il y a des plateformes qui sont extrêmement mondialement connues pour ça. Donc non, il y a pas mal de véhicules, il y a beaucoup de plateformes qui permettent, en sécurité bien sûr, il n'y a pas de grosses plateformes qui se sont installées en France, qui ont reçu la régulation. Donc vraiment, on commence à tranquillement digérer la pilule crypto-monnaie en France et dans le monde par rapport à ça. D'accord. Allez, on passe au slide suivant parce qu'il y a deux mots qui m'interpellent un petit peu, que je ne connaissais pas, le staking, le farming. On rentre un peu plus dans le dur, en tout cas, des crypto-monnaies, comparatif des performances tout d'abord, et puis ces deux mots qui m'intriguent. J'espère que je ne suis pas le seul. À vous de nous dire en tout cas à quoi ça correspond. Alors tout à fait, donc ça, on est plus dans de la DeFi, donc là de la finance décentralisée. Donc très rapidement, le stacking et le farming. Le stacking, ça va être en soi techniquement, ça ne va pas apporter énormément de choses au système, à l'exchange ou à la blockchain. Le stacking, c'est simplement que vous allez prêter, allouer vos crypto-monnaies déjà détenues dans votre portefeuille à la plateforme, par exemple, qui, elle, va vous renvoyer en fait un pourcentage du fait que vous allez bloquer ces crypto-monnaies sur son exchange. Qui, en gros, vous allez permettre à la plateforme de lui dire « je ne vends pas les cryptos, tu peux les garder », ce qui fera éventuellement et également monter la valeur du coin par rapport à la plateforme. Donc ça, c'est un véhicule beaucoup plus sécurisé que le farming, je dirais, parce que le farming, qui est techniquement, vous allez apporter quelque chose aux investisseurs, à la plateforme, aux exchanges, qui en soi, ça reste le même principe que le stacking. Vous avez vos crypto-monnaies, sauf que vous allez être apporteur de liquidité. Donc vous avez des pools d'investisseurs, des pools d'investissement sur les exchanges, les plateformes, et vous allez farmer, c'est-à-dire que vous allez apporter vos crypto-monnaies sur ce pool d'investisseurs pour apporter de la liquidité, pour apporter des crypto-monnaies voulues. Comme ça, des autres investisseurs vont pouvoir venir et faire leurs échanges par rapport à la liquidité que vous avez proposée. Et ça, l'exchange, la plateforme sur place, va tout simplement vous rewards par rapport à ça, avec un pourcentage. Donc ça, c'est les deux communs, on va dire. On a toujours le livret, donc le livret crypto, qui là, vous pouvez voir, qui affiche par exemple un taux annualisé de 6% sur l'USDT. Donc ça, j'ai pris ces infos-là de CoinHouse, qui est une banque également crypto-monnaie sur le Luxembourg, qui propose des livrets donc, sur Bitcoin, Ethereum, USDT. Donc là, on est à 6% sur l'USDT. Je sais qu'il y a une entreprise française, une néobanque crypto-actif, qui propose jusqu'à 10% de volts en euros, et également sur de l'USDT. Donc ça reste principalement un livret. Vous placez votre crypto, 10 000 € en USDT, qui est en gros une crypto-monnaie, qui est censé ne pas avoir d'inflation, donc il restera à la valeur d'1 $. Et donc vous partez sur 10%. Allez, il nous reste quelques secondes, une petite minute, on passe au dernier slide, parce qu'effectivement celui-là aussi est intéressant. Vous allez nous dire en tout cas comment on investit de manière intelligente sur les cryptos, et puis on va s'arrêter là. Tout à fait. Alors moi le DCA, je voulais repartir là-dessus, en parler un petit peu.
parce que ce mot est un peu controversé. Actuellement, je le vois beaucoup. On parle beaucoup de DCA, que ce soit dans le marché action ou dans le marché crypto-monnaie. Donc beaucoup de personnes parlent d'investir tous les premiers du mois une somme récurrente, 100, 200, 500 euros. Moi, comme je vous avais un petit peu parlé des actions au premier slide, c'est bien de s'intéresser un tout petit peu au marché pour voir un petit peu où sont les zones de demande, quel prix serait intéressant pour pouvoir acheter son action ou son Bitcoin par exemple. Donc là, si on voit sur le graphique, si on va chercher les zones de demande, donc c'est les gros bandeaux, les grosses zones où il y a de l'intérêt, et à chaque fois qu'on investit 100, 500 $, on a une zone de demande à un prix environ de 30 887 $. Donc ça, c'est le prix du Bitcoin à chaque fois en investissant en DCA par rapport aux zones de demande. Si vous le faites tous les premiers du mois, vous avez un petit peu un Bitcoin à 38 640 $. Voilà. Donc là, vous gagnez quand même 25% de BTC en plus. D'accord. On a juste donc par rapport au timing, au timing, et voilà, tout simplement. D'investir encore. Voilà. Il y a une zone de demande, exactement. Une zone de demande n'est pas forcément difficile à. Très bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci pour cette masterclass qui était vraiment très intéressante. Merci Maxime Dominguez. Je rappelle donc que vous êtes analyste chargé d'affaires et de compte chez Active Trade. Et d'ailleurs, je crois qu'on va se voir très bientôt, puisqu'on sera présents donc tous les deux à l'Investir Day en présentiel cette fois. Ce sera au Carrousel du Louvre. Je vous invite donc à nous rejoindre tous les deux, Maxime. Et moi, je serai présent également. Ce sera le 29 novembre au Carrousel du Louvre. À bientôt. Merci. À bientôt.